Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Jourdan, associé fondateur de Promise Consulting. Il publie un livre sur la RSE et la souveraineté économique. On va le découvrir juste après ces titres. Dans notre débat, on parlera de géothermie, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages, les freins à son développement. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Hop 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 et ses pochettes réutilisables à destination des acteurs du e-commerce. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Philippe Jourdan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes associé fondateur de Promise Consulting et vous avez écrit avec Jean-Claude Pacito ce livre sur la RSE impactée par la souveraineté économique aux éditions Vérone. Je veux bien qu'on revienne à l'origine. Pourquoi vous l'avez écrit? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui, alors, 3 éléments déclencheurs. Le premier, c'est un sondage que la société Promise Consulting a fait auprès des Français et qui a montré qu'au-delà des engagements environnementaux, sociaux et sociétaux qui forment traditionnellement le triptyque des engagements en matière de RSE, la préoccupation pour la souveraineté économique émergeait comme une responsabilité de gouvernance pour les entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un fait d'actualité, la réflexion, elle s'est effectivement, j'allais dire, concrétisée à l'issue du confinement, avec la crise énergétique. Oui. On l'a touché du doigt, la question de la souveraineté. Et là, s'est posé la question de la souveraineté. En matière de santé aussi. En matière de santé, etc. Et puis le troisième point, nous sommes des universitaires, donc nous aimons réfléchir à des concepts. et j'allais dire, le rapprochement de la souveraineté et de la RSE paraît contre-intuitif. La souveraineté étant souvent associée à des égoïsmes nationaux, voire à des politiques de rigueur, alors qu'on imagine la RSE effectivement comme généreuse et parfois dispendieuse. Oui. Or, en fait, on a voulu montrer qu'il n'y a pas d'engagement RSE, il n'y a pas de développement durable sans souveraineté, qu'on l'appelle autonomie stratégique ou souveraineté économique. Les deux termes sont assez proches. Ouais. Voilà. À qui s'adresse ce livre? À vos clients? À des étudiants? À qui il s'adresse? Au grand public? Oui. Pas, soyons fous. Alors, je pense que ce livre s'adresse à plusieurs publics. Alors, il a été rédigé par les universitaires, donc l'approche est quand même scientifique et académique. Donc, effectivement, le milieu universitaire est concerné, mais pas uniquement. Nous pensons que beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent effectivement élargir leur gouvernance à des problématiques de souveraineté, ne serait-ce que pour faire ce lien entre l'engagement sur des valeurs de développement durable et une performance économique à court, moyen et long terme qui suppose d'avoir les moyens de sa souveraineté. Donc là aussi, à des clients d'entreprise. Et puis enfin, nous le déclinons largement dans des cours en matière de RSE pour sensibiliser nos étudiants en particulier sur le fait que la RSE est plurielle aujourd'hui. Ouais, alors je vais reprendre quelques citations du livre. Alors, il y en a une qui est assez évidente. La souveraineté économique est un préalable à la capacité d'agir. Oui. Bon, ça sonne comme une évidence, mais pourquoi c'est important de le rappeler, et particulièrement aujourd'hui? Alors, ça sonne évidemment comme une évidence, à tel point qu'on a fini par l'oublier. On le voit aujourd'hui, l'un des risques pour la RSE, compte tenu des enjeux, je parle en termes d'urgence, mais aussi d'importance des enjeux, on parle de réchauffement climatique, on parle d'énergie non renouvelable, on parle de changer nos modes de consommation. Ce sont ce qu'on appelle aussi des buts fondamentaux. Voilà, c'est ce qui pèse aussi sur les entreprises, quoi. Or, ces buts fondamentaux, ils ne datent pas d'aujourd'hui. On a une accélération, évidemment, dans la prise en compte de ces buts fondamentaux, mais on se plaît à rappeler d'ailleurs que l'origine de la RSE date de 1953, le rapport Bowen, commandé par les églises américaines. Donc vous voyez qu'il y avait déjà un fond idéologique dans la réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est devant l'urgence et l'importance de ces enjeux que l'on s'est dit soudainement, mais a-t-on les moyens de réellement agir, ou est-ce qu'on ne fait que de la communication et que subir d'ailleurs. Ou que subir. Et c'est justement en se posant cette question-là qu'on s'est dit, mais il faut lier la RSE à l'action, il faut la lier aux marges de manœuvre, aux ressources nécessaires, et il faut la lier à des choix qui nous engagent, c'est-à-dire à des choix pour lesquels on dispose
à la fois des marges de manœuvre et des ressources nécessaires pour conduire l'action derrière. Alors, RSE, on va se concentrer sur le S d'abord, sur le E ensuite. Autre citation, elle est évidente, la souveraineté économique protège les droits sociaux. Moi, je veux bien que vous nous expliquiez, à travers un exemple ou des exemples concrets, pourquoi, comment ça marche. Alors d'abord, effectivement, la souveraineté protège les droits sociaux. Ce n'est un acquis que si l'on veut bien agir dans ce sens-là. Elle peut protéger ou ne pas protéger. C'est une décision qu'on leur prend au départ. Nous, on le voit à deux niveaux. Le premier, la délocalisation et la sous-traitance qui ont dominé dans les économies mondiales depuis ces 30 dernières années ont conduit à ce qu'on appelle, nous, exporter ces externalités négatives. Ouais. Ce que je ne peux plus faire ici parce que c'est illégal, moralement répréhensible ou éthiquement condamnable, je continue à le faire ailleurs. Ouais. Notamment tout ce qui pollue. Et notamment tout ce qui pollue, notamment en termes de droits sociaux, en matière de droits sociaux, de droits du travail, etc. Donc nous pensons que la souveraineté peut aider également dans ce domaine en émettant un avertissement très clair que ces externalités négatives ne sont plus supportables. Après, la relocalisation, la réindustrialisation, qui est le projet derrière la souveraineté économique, n'est pas nécessairement associée à une protection des droits sociaux. Il ne s'agit pas de relocaliser pour produire à bas coût ou avec des conditions de travail et des temps de travail qui reproduiraient des schémas étrangers. Oui, mais alors, quand on relocalise, en ce moment, il y a cet effort qui est fait, peut-être qu'il ne va pas assez vite et on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu. Souvent, c'est avec une automatisation qui, elle-même, est très importante, donc elle n'est pas créatrice de tant d'emplois que ça, la relocalisation. On y revient à cette question des droits sociaux. Alors, il peut y avoir une automatisation, ça veut dire un changement des métiers. Ça peut aussi avoir un impact sur l'emploi, bien évidemment. Donc, ça remet en cause, sur le moyen long terme, des filières de formation, la nécessaire adaptation de certains métiers. Il peut y avoir de l'innovation. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'écarter. En matière de transformation énergétique, par exemple, beaucoup de métiers sont impactés. Donc là, on parle de filières de recherche et d'innovation. Et puis, je crois qu'il peut y avoir, dans certains secteurs, cette French touch qui fait que nous sommes légitimes en matière de création, en matière de mode, en matière de textile, etc., etc. Certes, nous avons des difficultés à produire, mais dans certaines niches, nous sommes extrêmement performants. Mais alors, ça rejoint d'ailleurs l'autre enjeu, souveraineté économique, qui contribue à la protection de l'environnement, parce que moi, ça me fait immédiatement penser à tout ce qui touche à l'économie circulaire. Oui. Et là, effectivement, qui dit économie circulaire, dit très souvent relocalisation des emplois. Évidemment. Donc les deux objectifs se rejoignent ? Évidemment. Évidemment, la protection de l'environnement, la souveraineté impacte la protection de l'environnement. Ne serait-ce que par le raccourcissement des circuits de sous-traitance, de distribution, de logistique. Là, on est sur des économies certaines, ne serait-ce que sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais on est aussi sur une consommation de proximité, sur une redécouverte des vertus de l'industrie et du commerce de proximité. Et c'est pour ça qu'on y consacre une partie importante dans l'ouvrage. Nous pensons que la souveraineté doit avoir comme enracinement les territoires. Le développement des territoires doit être, j'allais dire, une des priorités de la souveraineté économique aujourd'hui. Et on sait qu'en France, c'est très compliqué. Oui. Les territoires, mais enfin, je pense, l'enjeu européen, enfin l'échelon européen aussi. Et alors là, ça pose la question de la taxation. Taxe carbone aux frontières de l'Europe. Alors on peut dire que c'est un outil de protectionnisme, c'est un outil de souveraineté, c'est deux façons ou deux terminologies différentes pour dire un peu la même chose. Est-ce que pour vous, c'est une des solutions ? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Les économistes ont montré que, alors c'est vrai que le mot taxe effraie, mais les économistes ont montré que, j'allais dire, l'engagement, l'éthique, la morale ne suffisent pas pour produire du changement. On est face à des changements qui appellent des investissements extrêmement importants de la part des acteurs économiques. Je crois beaucoup à ces taxations qui consistent, je dirais, à taxer le mauvais élève pour lui faire comprendre qu'il peut rejoindre le bon élève.
Oui, et puis c'est peut-être aussi un moyen, pardon de vous interrompre, de faire accepter, parce qu'on a bien vu avec les résultats des élections européennes, que voilà, le virage environnemental, il n'était pas forcément accepté par tous, peut-être mal compris, mal expliqué par les institutions européennes. Bref, on ne va pas rentrer dans le débat. L'idée de taxer les mauvais élèves, je reprends votre expression, pour des produits qui viennent de loin, c'est peut-être aussi un moyen de faire accepter le virage environnemental à l'intérieur de l'Europe. Exactement, exactement. Alors, la vraie problématique, c'est qui est le mauvais élève, qui est le bon élève, faut le définir. Et comment mesurer et définir finalement cette caractéristique de bon et de mauvais élève. Et d'ailleurs, un jugement de valeur qui, à mon avis, le terme bon et mauvais ne devrait pas s'appliquer. Je crois que la démarche qui commence à naître et qui me paraît moi extrêmement intéressante, c'est de tenir compte du fait que tous les pays ne doivent pas être évalués avec les mêmes critères. Certains sont à des stades de développement industriel où on doit leur laisser une certaine latitude, plus de temps, parce qu'ils ont aussi moins de moyens et ont démarré beaucoup plus tard la transition énergétique. En revanche, ceux qui effectivement ont plus de moyens, ceux qui peut-être par le passé ont beaucoup pollué, doivent contribuer plus fortement à cette transition énergétique. Vous voyez, c'est une façon de construire une taxe intelligente. Merci beaucoup, très intéressant. Merci Philippe Jourdan. Je rappelle le titre de votre livre, la RSE impactée par la souveraineté économique, publié aux éditions Vérone. On passe à notre débat tout de suite consacré à la géothermie en France. C'est le débat de Smart Impact avec Laure Lepin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle géothermie chez Equans France. Norbert Bomensat, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes chargé de mission géothermie à l'ADEME. Un peu de pédagogie pour commencer. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est la géothermie, mais comment ça fonctionne? Redites-nous, Laure Lepin. Alors, le principe de la géothermie, c'est de valoriser la chaleur de la Terre. En fait, on a des calories dans le sous-sol, une température qui augmente plus on s'approche du noyau, et on va pouvoir les valoriser pour en faire de l'énergie. Donc on a plusieurs types de géothermie. De la géothermie de surface, qui consiste à valoriser cette chaleur à faible profondeur, on parle de quelques centaines de mètres, ou de la géothermie profonde, qui là va aller beaucoup plus en profondeur et prélever des températures plus élevées pour alimenter des réseaux de chaleur, pour faire de l'électricité ou de la chaleur haute température. Oui, Norbert Bomensat, qui dit géothermie profonde, dit forcément, j'imagine, budget plus important, infrastructure beaucoup plus importante, ou pas? Oui, alors effectivement, aller plus profond coûte plus cher. Ouais. Les opérations de géothermie profonde sont généralement réservées pour alimenter des réseaux de chaleur ou des gros industriels. On est sur des budgets d'investissement entre 10 et 20 millions d'euros, mais derrière, sur les 30 années d'exploitation, c'est largement rentabilisé. Quelques chiffres à propos de la géothermie. Plus de 85% du territoire français qui présente un potentiel en surface ou de géothermie profonde. La France, premier pays européen en nombre de réseaux de chaleur géothermisés. Là, si on se concentre un petit peu plus sur la géothermie de surface, Laure Lepin, quels sont ses avantages? Alors, la géothermie de surface, l'avantage, c'est que c'est une source d'énergie qui est locale, qui est décarbonée et qui permet de s'émanciper des volatilités du prix du gaz. Pardon. Oui. Donc, on va pouvoir avoir une forte performance et une réduction de ses consommations énergétiques. Généralement, on divise par 4 ces consommations énergétiques. Et on va diviser par 7 ces émissions de gaz à effet de serre par rapport à une solution typique de gaz. Sachant qu'aujourd'hui, la production de chaleur, elle est majoritairement carbonée. On est principalement approvisionné par du gaz ou du fioul. On se rend bien compte qu'il faut changer ce mode de consommation et la géothermie est une solution. Quand on dit géothermie de surface, il y a une... Pardon de poser des questions de Béotia, mais il y a un niveau minimum, c'est-à-dire qu'il faut descendre jusqu'à quelques centaines de mètres, dizaines de mètres, ça peut commencer à fonctionner? En fait, à partir d'une dizaine de mètres, on va avoir une stabilité de la température du sous-sol. D'accord. Pour avoir une installation efficace dans le domaine, par exemple, tertiaire, on va plutôt aller... Par exemple, allez, je vous dis n'importe quoi parce que je n'ai pas de maison, mais j'achète une maison, je veux installer une pompe à chaleur, géothermie, il va falloir que je creuse jusqu'à combien? 100 mètres, avec une sonde géothermique, ça permettra d'atteindre une température autour de 13 degrés. 13 degrés. La pompe à chaleur, on va pouvoir générer du chauffage, de la climatisation ou même du rafraîchissement passif.
Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on ne sait pas forcément. On peut climatiser avec une pompe à chaleur. C'est un peu antinomique quand on prononce cette phrase, mais ça fonctionne dans les deux sens. Exactement, on a une pompe à chaleur réversible. Donc à partir des calories ou des frigories prélevées, donc on est à 13 degrés, on va pouvoir soit augmenter cette température, soit la diminuer et la distribuer dans le bâtiment. On la démultiplie en quelque sorte. Exactement. D'accord, bien compris. Je voudrais évoquer ce qu'est le fonds chaleur. Fonds chaleur avec des chiffres 2009-2023, plus de 1000 projets accompagnés, 58 en géothermie profonde, plus de 500 en géothermie sur sonde. Vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est. 100 sur les eaux de mer, lacs ou eaux usées, et 300 en géothermie sur aquifères. Il y a plein d'infos et je suis sûr qu'il y a pas mal de nos téléspectateurs qui se disent « Oh là là, de quoi on parle ?» Tiens, par exemple, je continue ma pédagogie. Géothermie sur sonde, c'est quoi ça ? Alors la géothermie sur sonde, la sonde, c'est en fait un échangeur souterrain. Donc on va forer sur une centaine de mètres et schématiquement on va mettre un tube en U dedans et on va cimenter tout ça et on va faire circuler le fluide dans cet échangeur et on va récupérer la chaleur du sous-sol. Contrairement à la géothermie sur aquifère, où là on fait des forages pour aller pomper l'eau directement. Donc c'est simplement la méthode pour aller recueillir l'énergie du sous-sol. Une aquifère, c'est une nappe phréatique une nappe d'eau, oui, c'est une nappe d'eau. C'est la même chose. Oui. Qu'est-ce qu'on installe le plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, la technologie sur sonde, elle est plus fortement développée parce que c'est celle qui s'adapte le plus facilement dans les différents contextes géologiques que la France peut connaître. Après, il y a des zones, en fonction des zones géographiques, ça peut être très différent. On a des endroits où on a un sous-sol avec des nappes d'eau à une vingtaine, trentaine de mètres qui sont tout à fait intéressantes à exploiter. Donc il y a en fonction de la nature du sous-sol, on va choisir l'une ou l'autre des technologies. Et ce fonds chaleur, il s'adresse à qui ? Qui peut en bénéficier ? Alors le fonds chaleur s'adresse aux professionnels, pour les individus, pour les résidentiels, les particuliers. Ça sera les aides via les impôts. Et on a des réductions d'impôts. Voilà, c'est ça. Et pour les professionnels, pour tout ce qui est développement de projets pour des collectivités tertiaires, ça sera du fonds chaleur. D'accord. Laure Lepin, il y a une question qu'on doit vous poser à chaque fois, que chaque client vous pose, c'est rentable en combien de temps ? Alors évidemment, ça dépend de l'installation, vous ne pouvez pas faire de réponse générale, j'imagine, mais ça peut être rapidement rentabilisé ? Le retour sur investissement moyen qu'on a en France, c'est entre 10 et 15 ans. Sachant qu'effectivement, il y a les subventions du fonds ADEME qui permettent d'atteindre ces résultats. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on se positionne dans une démarche de coût global. Les structures du sous-sol, notamment avec les sondes, elles ont des durées de vie très longues. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger pendant plus de 50 ans. Donc, même si au bout de 10 ans, on est rentable, on ne va pas avoir à changer son installation. À réinvestir et à changer l'installation. Sur la partie sous-sol. Ouais. Et les collectivités locales, quel rôle jouent-elles ? Est-ce qu'elles sont... parce que je disais, on a vu ce chiffre tout à l'heure, 85% du territoire français, donc potentiellement, il y a quand même beaucoup de communes qui pourraient se sentir concernées. Quel rôle jouent-elles ? Alors, ce sont des promoteurs de la solution et on voit en ce moment effectivement des démarches beaucoup plus proactives de leur part. C'est-à-dire qu'elles peuvent initier le fait de mettre en œuvre de la géothermie ou des boucles géothermales, c'est-à-dire une solution commune à un ensemble de bâtiments. Et donc, elles préconisent cette solution quand celle-ci est adaptée à leur bâtiment. Ça peut permettre de créer des emplois locaux. C'est un secteur créateur d'emplois ? Alors, c'est un secteur qui est effectivement très local. On a notamment des foreurs disséminés partout en France. Donc, c'est une animation du réseau local d'entreprises. On parlait de souveraineté économique. Voilà une source d'énergie locale et stable. Si on essaye de s'intéresser aux freins du développement de la géothermie en France, Norbert Bomensat, quel est celui qui vous vient comme ça, spontanément ? J'aurais tendance à parler de méconnaissance de la technologie. La géothermie existe depuis de nombreuses années et effectivement, c'est encore un peu méconnu. Toute la filière se structure pour répondre aux enjeux énergétiques à venir et bien évidemment, on a des opérateurs qui commencent à proposer cette solution de manière plus naturelle. On a des solutions clés en main.
qui apparaissent. On aura des modèles de leasing qui vont apparaître également, parce qu'effectivement, il y a les coûts d'investissement qui peuvent être un frein. Ça peut être un frein financier, quoi. Mais du coup, les industriels et les entreprises du domaine essayent d'innover pour faciliter le développement de la technologie. Et alors, est-ce qu'il y a des freins techniques? C'est-à-dire qu'on dit 85% du territoire, c'est beaucoup, mais il y a peut-être des zones où c'est plus compliqué à mettre en œuvre que d'autres, et donc l'investissement est plus cher? Oui, alors il y a eu des simplifications réglementaires. On peut trouver des cartes qui présentent les zones où on peut facilement faire de la géothermie, et les zones où c'est compliqué ou interdit de faire de la géothermie. Donc ça, c'est quelque chose de très facile. On essaye de vulgariser un peu ces connaissances-là. Et aujourd'hui, effectivement, on peut développer des projets sur quasi tout le territoire. Vous avez dit interdit, il y a des zones où c'est interdit, pour quelles raisons? Alors, ça ne sera pas interdit, ça sera soumis à des autorisations réglementaires, des dossiers beaucoup plus complexes qu'un particulier ne pourra pas faire. Ouais. Donc, pour un particulier, ça ne sera pas possible. Pour un projet industriel, ça sera tout à fait envisageable. Est-ce que, donc c'est effectivement une source d'énergie qui existe depuis longtemps, une technologie quand même avancée. Est-ce qu'on innove ensemble encore? Est-ce qu'il y a des projets là, récents qui prouvent que l'innovation est encore à l'œuvre? Alors, effectivement, il y a des innovations, puisqu'on est dans une filière, comme ça a été dit, qui est assez morcelée, mais qui est en train de s'organiser. Oui. Donc, on voit des nouvelles démarches. Et chez Equans, par exemple, on est en train de dupliquer une solution qui existe fortement aux Pays-Bas, qui s'appelle l'ATES, Aquifer Thermal Energy Storage, donc stockage d'énergie en aquifère, où l'intérêt est de valoriser encore plus la ressource, puisque quand on va prélever de l'eau dans un puits, on va prélever de la chaleur pour faire du chauffage. Ce qui veut dire qu'on va rafraîchir cette ressource. On va pouvoir créer une zone froide dans le sous-sol si l'aquifère est favorable. Cette zone froide, l'objectif, c'est de pouvoir la valoriser l'été suivant quand on aura besoin de fraîcheur. Okay. On va faire descendre une température en générant du froid, on le revalorise l'été, et en revalorisant ce froid, on va créer du chaud, qui sera revalorisé l'hiver suivant, etc. Donc ça, c'est une technologie qui, aux Pays-Bas, est extrêmement dépliquée. On a 700 installations chez Equans qui ont été réalisées, et on cherche à l'amener aux Pays-Bas, et on cherche à l'amener en France. D'accord. Est-ce qu'il y a on parle souvent de guerre de l'eau dans Vermomensat. Et là, on est en train beaucoup de parler de ces nappes phréatiques qui peuvent être une source de géothermie. Voilà, c'est des nappes phréatiques qui sont sollicitées par les agriculteurs l'été, etc., etc. Comment ça fonctionne? Est-ce que l'eau qui est pompée pour la géothermie, elle revient à la nappe phréatique? Comment ça fonctionne? Oui, alors on fonctionne toujours en principe de doublet. Donc on a deux puits. Un puits dans lequel on va pomper l'eau, on va récupérer l'énergie et on va réinjecter cette eau dans un second puits. Donc il n'y a aucun prélèvement d'eau pour une installation de géothermie. Oui, donc la nappe phréatique reste à son niveau. Tiens, d'ailleurs, vous avez parlé de Pays-Bas, la France est assez en retard par rapport aux Pays-Bas, c'est un peu l'exemple à suivre? Alors, je pense qu'on a des belles choses à apprendre des Pays-Bas. Oui. La France est en retard sur le développement de la géothermie de surface. Sur la géothermie profonde, on est plutôt en avance. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il faut qu'on partage énormément avec nos pays, nos voisins européens pour apprendre des forces des uns et des autres. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de mettre une start-up en pleine lumière. On parle d'alternatives aux emballages jetables. Smart Ideas avec Antonin Grélé-Rouvert. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. Le cofondateur d'Hop, créé en 2020 avec Charlotte Darmet. Et avec quelle idée? Qu'est-ce qui vous a lancé? On s'est dit, il y a de plus en plus de choses qu'on essaie de réutiliser plutôt que de les jeter, les gourdes plutôt que les bouteilles en plastique, les sacs de supermarché. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que les emballages e-commerce qu'on reçoit quand on passe des commandes, pourquoi est-ce qu'on les jette à chaque fois? Et on a un peu creusé ces problématiques et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer juste des emballages réutilisables pour les expéditions de colis?
Tout simplement. Donc ça, c'est l'idée de départ. Avec un constat, c'est combien de colis qui sont envoyés chaque année en France? Je pense que le chiffre doit être assez vertigineux. Alors juste à l'échelle française, effectivement, c'est à peu près 1,5 milliard de colis. Ça oscille un peu d'année en année en fonction de l'intensité du e-commerce, mais c'est monumental. Ouais, c'est monumental. Il y a eu un effet d'accélération après la crise Covid, Absolument, avec un changement d'habitude. Ça a augmenté pendant le Covid, c'est redescendu un petit peu avec l'inflation, mais donc on a quand même une augmentation moyenne de 10% à peu près par an. Et donc, le principe d'Hop-Hop, c'est quoi? Ce sont des pochettes réutilisables, c'est ça? C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises qui ont des flux de colis, soit en interne, parce qu'ils livrent leur boutique, soit en externe auprès de leurs clients e-commerce, à remplacer ces emballages jetables par du réutilisable. Donc, on leur met à disposition une gamme d'emballages réutilisables, dont notre produit phare est une pochette en tissu, qui est donc consignée et réutilisable. Et on met en place des systèmes donc, pour le tracking des colis et pour le retour des colis jusqu'au e-commerçant. Alors, deux questions. D'abord, réutilisable en tissu, il vient d'où le tissu? J'imagine que vous avez dû penser à ça aussi. Oui. Sur notre gamme d'emballage en tissu, on récupère des fins de rouleau de l'industrie textile. Donc, on va voir des entreprises qui fabriquent en grande quantité en Europe des produits avec des tissus. Et souvent, ils ont des tissus en trop à la fin de leur production. Donc, on va les convertir en pochettes. Donc, on utilise un produit qui est un coproduit en fait, de l'industrie textile pour fabriquer ces pochettes. Ça, c'est la première question. Ensuite, c'est la robustesse. J'imagine que c'est votre une espèce d'obsession parce qu'il faut les réutiliser combien de fois ces emballages, ces pochettes? Alors pour que l'impact environnemental soit bon, en fonction de ce qu'on remplace, si on remplace un carton ou une pochette en plastique, il va falloir la réutiliser de 2 à 6 fois. En moyenne, on peut les réutiliser une centaine de fois, mais ça dépend un peu du jeu qui est joué par le e-commerçant et le consommateur. Si le consommateur renvoie son colis, on peut le réutiliser et donc le taux de retour des emballages est clé dans le fait qu'il ait un impact positif. Alors comment les convaincre? Parce qu'il y a des consommateurs engagés, très engagés, oublieux, ou qui en ont carrément rien à faire. Donc comment justement les convaincre? Pour que les consommateurs jouent le jeu, déjà il faut que ce soit une proposition. Si on leur impose, ils ont un peu moins envie de jouer le jeu. Donc le fait que ce soit volontaire, le fait que ce soit très simple, très facile de renvoyer son colis. Donc on travaille avec La Poste pour qu'il puisse être retourné dans les boîtes jaunes de La Poste. Donc c'est extrêmement facile, ça coûte rien de plus de renvoyer son colis. Et on a une incitation financière, donc on met une consigne sur ces emballages pour inciter l'utilisateur à renvoyer. Qui sont clients? Ce sont plutôt des jeunes marques, plutôt des marques installées? Alors sur les flux e-commerce, on travaille plutôt avec des jeunes marques éco-responsables qui ont fait un gros travail sur l'impact environnemental de leurs produits et qui veulent que jusqu'au colis qui livre ce produit, on voit leur engagement éco-responsable. Donc on va être sur des marques comme Bessolfin qui fait de la mode fabriquée en France ou Néné Paris qui fait de la lingerie éco-responsable. Mais pourquoi? Parce que les marques plus installées, elles ont un peu de mal à bouger ou à changer leur modèle? Comment vous l'expliquez? C'est toujours plus long. La logistique, c'est compliqué, ça nécessite de faire des efforts importants quand on veut changer des procédés. En plus, le secteur de la mode, qui est un de nos secteurs phares, a eu un peu des difficultés au cours des dernières années, même si ça reprend un peu maintenant. Donc on travaille avec des plus grands groupes et on va être plus sur des flux internes, par exemple des flux de livraison de leur entrepôt à leur boutique. C'est plus facile de commencer d'abord sur des flux internes pour un peu tâter le terrain d'emballage réutilisable et ensuite passer au colis réutilisable sur le e-commerce à plus grande échelle. Dernière question, la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, elle concerne aussi cette question des emballages réutilisables. Ça va un peu booster votre activité potentiellement dans les prochaines années? Complètement. C'est une loi qui, à horizon 2027, impose aux entreprises qui mettent des emballages sur le marché de réutiliser au moins 10% de ces emballages. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui nous incite beaucoup à nous développer. Et aussi, un contexte européen, il y a la PPWR, qui est la loi, l'équivalent européen, qui donne aussi les objectifs à 2030. Oui, et donc ça donne de bonnes perspectives à Hop. Merci beaucoup, Antonin Grélé-Rouvière. Hop, c'est ce que je dis à mon chien quand il fait une bêtise. Mais c'est un très bon nom d'entreprise. Pourquoi vous l'avez choisi, tiens? Hop, ça donne envie de changer les choses. Ouais. C'est aussi parce que le cycle du colis, ça part du e-commerçant jusqu'au client, jusqu'à chez nous, on le remet en condition, puis ça repart. Donc ça fait Hop. Et ben voilà, on a tout compris. Merci beaucoup. Bon vent à Hop. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain pour de nouvelles aventures. Salut.